Eh ben, merci beaucoup d'être venu, malgré la chaleur, pour cette première table ronde. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Esteban Grapinet, je suis journaliste à VER, un média sur l'écologie, et je suis chargé notamment de la couverture des enjeux de biodiversité. Et ça tombe bien, parce que justement, cette première table ronde, on va parler de biodiversité avec cette question qui vient de s'enlever. Comment préserver de façon durable les espaces naturels ? Donc on va parler d'animaux, de fleurs, de mares, mais aussi de choses plus techniques comme les ORE. Et justement, pour en parler, nous aurons notamment Vanessa Kurugji, que vous êtes juriste à la FCEN, la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Nous aurons également deux représentants de deux écolieux en France. Tout d'abord Julien Simio, à ma gauche, à votre droite, pardon, qui nous vient de l'Oasis du Coq à l'âme, qui se trouve en Charente, c'est ça, au nord d'Angoulême. Et à sa gauche, Jean-Luc Toulec de la Bigotière, donc un éco-hameau situé en Bretagne. Et enfin, nous aurons également Coralie Darcy de la coopérative Oasis. Et ah oui, je précise aussi qu'à la fin de cet échange, qui devra durer à peu près 1 heure, on sera rejoint par la sénatrice écologiste de Paris, Antoinette Gull, qui nous fera l'honneur de conclure cet échange par une petite prise de parole. Alors, commençons. On va commencer en présentant nos deux écolieux du jour, donc la Bigotière et le Coq à l'âme. Alors, on va commencer par vous, Julien Simio. Une question simple, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre écolieu ? Donc, bonjour à tous, je m'appelle donc Julien Simio, je viens des Charentes, j'ai 36 ans cette année. J'ai monté une ferme pédagogique quand j'avais 22 ans à l'époque, dans mon village. Et j'ai fait des études de GPN, gestion et protection de la nature, avec une option animation nature. Et avec mon collègue, on trouvait que c'était un bon moyen de monter une ferme pédagogique pour parler d'environnement, parler de nature. C'était un bon point d'accroche avec tous les publics, parce qu'on a tous un lien avec les animaux, et les animaux d'élevage en l'occurrence. Et donc, on a commencé comme ça, et on s'est installé sur un terrain qui était communal. À l'époque, la mairie nous a laissé nous installer en tant que locataires. Et il y a maintenant, en 2021, la mairie a décidé de vendre le site où on était installé. Donc, il y a eu un premier acheteur qui était un privé qui voulait monter une grosse ferme viticole à la bordelaise, on va dire. Et il y a eu un peu des réticences dans le village et un peu des soucis. Et deuxième acheteur, ça a été l'Oasis du Coq à l'âme. Donc un projet qui existait déjà depuis 2016, qui était sur Bordeaux, qui s'était monté et qui commençait à créer des dossiers, à créer, on va dire, un cadre sécurisant pour les participants. Ce projet, du coup, s'est installé sur les 24 hectares du domaine des Choisies en 2021. Et donc aujourd'hui, l'Oasis du Coq à l'âme, ça représente 20 familles. On a tous des habitats particuliers, enfin on n'est pas en habitat participatif, chacun a sa propre maison, mais on a plein d'espaces communs. Et on essaye, tant que bien que mal, d'expérimenter la transition écologique et sociale et de la vivre pleinement pour essayer de partager un peu toutes ces idées-là et qu'elles se mettent en place. D'accord. Et donc, on est plutôt sur un écolieu rural avec notamment de la production agricole, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, c'était 24 hectares, on voit la photo là, qui était un ancien domaine communal, donc qui était beaucoup fréquenté par les gens du village. On a la Charente qu'on voit tout en bas de l'image qui passe. Et donc, c'était un endroit vraiment de fréquentation des gens, du village, des alentours. Et donc, il y a une usine des fours à chaud qui est tout en haut à gauche, qu'on voit à peu près dans la forêt. Et il y a aussi tout un hameau, donc on a 7000 m² de toiture, et des fois il y a plusieurs étages dessous. C'était à l'abandon depuis une trentaine d'années, et donc très propice à y installer plein d'activités, autant de l'habitat que de l'agriculture, que de l'artisanat, que voilà, on essaye de toucher toutes les cordes, on va dire, de la transition écologique, aussi avec les énergies renouvelables. Donc même si on a un bâtiment qui est bâtiment de France, aujourd'hui on a des autorisations sur les hauteurs pour le faire. Et donc on développe plein d'activités, on essaye de pouvoir vivre du terrain et de ce qu'on est en train de mettre en place. Donc il y a toute une partie agricole, oui, autour de lactation longue, avec une production de chèvres poitevines, donc la chèvre locale,
et donc production de fromage. On fait un peu de miel avec les ruches, on fait un peu de maraîchage. Les serres, c'est de la spiruline aussi, qui se font ici sur site aussi. Voilà. Ça, c'est les projets qui sont en cours. Après, on a plein de projets dans les tuyaux, mais on ne va pas tout de suite en parler. Ouais. Et on a aussi de l'artisanat, donc dans les fours à chaud, on fait aussi de l'écotourisme. Enfin voilà, il y a plein d'activités qui se développent dans tous les sens. Ouais. Et du coup, il n'y a pas que des animaux de la ferme, puisqu'on parle de biodiversité. Je crois que vous avez mis quelques photos. Il y a aussi pas mal d'espèces assez sympas. Et ben voilà, notre avantage ou inconvénient, nous on le prend plutôt comme un avantage, c'est que le domaine a une trentaine d'espaces naturels, enfin en tout cas d'écosystèmes, on va dire, à proprement parler. Donc on a une ancienne usine de four à chaud, donc on a une carrière d'extraction de calcaire qui est présente sur le site, donc vraiment une prairie sèche, enfin une zone vraiment très sèche. Et on a aussi la Charente qui passe, et donc on va jusqu'aux zones inondables autour. Et donc au milieu de tout ça, on essaye d'essayer de valoriser les espaces autant que possible, autant pour la biodiversité que pour l'homme, et d'intégrer les deux choses. On veut vraiment faire partie de la nature et pas s'en extraire. On veut vraiment pouvoir développer l'environnement tout en étant dedans. Et donc, petit à petit, on voit, grâce à l'élevage, donc les terrains étaient à l'abandon, mais grâce à l'élevage qu'on a lancé, par exemple, on voit les hirondelles revenir sur notre terrain, alors qu'on n'en avait pas du tout, nous, il y a 10 ans, quand on s'est installé, ou 15 ans, quand on s'est installé avec la ferme pédagogique. Et la loutre revient aussi. On a plein d'espèces qui se réintègrent parce on fait des pratiques qui sont très raisonnées, très raisonnables, à l'échelle naturelle, on va dire. Et donc, petit à petit, on voit ces choses-là revenir et s'installer sur le terrain. D'accord. Et alors vous, Jean-Luc Toulec, même question, est-ce que vous pouvez nous présenter la Bigotière? C'est quoi? Quand est-ce que ça a été créé et comment ça fonctionne? Oui, bonjour. Donc Jean-Luc, oui, je suis... Alors, la Bigotière, c'est un lieu qui se trouve en Ille-et-Vilaine, dans le nord de l'Ille-et-Vilaine, à côté de Dole de Bretagne, et qui est un lieu qu'on a acquis en fait avec un groupe d'amis, 6 familles. On se connaît depuis longtemps et on a fait pas mal de choses ensemble avec nos enfants, etc., de dynamique. Et puis on était un peu à se dire, un jour peut-être on créera un éco-village. Et un jour on a dit, oui, ça y est, c'est le bon moment pour y aller, quand nos enfants étaient un peu plus grands et que l'opportunité s'est posée. Et on a décidé, alors qu'on était tous autour de Rennes, d'aller s'installer en milieu rural, d'acheter une ferme dans le secteur de Dole, là-bas, et d'en faire un lieu, bien sûr, d'habitat partagé, du coup, où on habite les uns les autres, mais aussi un lieu d'accueil. Du coup, on a un lieu d'accueil social de mamans isolées avec leurs enfants qui est sur place, un lieu de vie. Elles vivent donc avec nous, en tout cas dans le hameau. Et puis, on a plusieurs activités qui ont été créées sur le lieu et qui ont abouti à la création d'une coopérative, la SIC, la société coopérative Le Ruisseau Coopérative, qui fédère l'ensemble des activités qui ont lieu sur le lieu, aussi bien la logistique des paniers du ruisseau que les événements, que l'accueil pédagogique, que la production agricole qu'on a commencé cette année, enfin l'année dernière, sur la production en pépinière d'arbres en végétal local. Voilà, donc là, c'est en gros un peu l'activité du lieu. Je pense que la diapo d'après montre un peu le panneau d'accueil et donc la manière dont ça s'organise. On est dans un milieu agricole assez breton, quoi, assez intensif, hein, et nous, on a forcément passé l'ensemble du site qui fait 4 hectares 30, c'est pas très très grand, en bio, en ensemble en bio. Donc vous avez en jaune plutôt les parties un peu privées et tout le reste, c'est les parties d'accueil, les parties qui servent en fait à développer les activités sur le lieu. Et on a un petit bois, une partie de bois. Et c'est ça qui nous a fait aussi choisir ce lieu-là, c'est qu'il y avait quand même pas que des champs de maïs autour, mais aussi un espace boisé et un ruisseau, d'où le nom de la coopérative, le ruisseau coopérative. D'accord. Et justement, en termes de biodiversité, je crois que vous êtes vous-même naturaliste. On a des espèces intéressantes, dont vous pourriez nous parler peut-être. Ouais, alors c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Moi, je suis naturaliste et écologue de formation. J'ai été responsable de BTS-GPN dans ma vie antérieure, BTS Gestion Protection de la Nature, et animateur du réseau biodiversité de l'enseignement agricole. Donc, les sujets qui m'intéressent particulièrement, c'est l'entrée agriculture à biodiversité, comment on favorise ces entrées-là, non seulement sur notre lieu, mais sur le territoire. Donc, je vais y revenir après. Et c'est vrai que depuis qu'on s'est installé sur le lieu, on a vraiment l'idée d'observer, d'aménager, de favoriser la biodiversité, de l'observer et, comme je le disais, j'avais mis un peu en intro, de faire de ce lieu un habitat partagé pour les humains et les non-humains,
parce que la logique d'habitat partagé peut aller plus loin que simplement l'espèce humaine, mais aussi à la fois pour le bien-être des humains et pour l'ensemble de bien-être de la vie sur le lieu et du développement du vivant. Ouais. Donc en matière d'espèces, moi je les vois arriver en fait. C'est l'avantage d'être naturaliste, c'est de pouvoir, y compris à l'écoute des oiseaux, voir un peu ce qui arrive au fur et à mesure des années qu'on aménage les espaces. Et par exemple le tarier-pâtre ou le hérisson ou le grillon des champs, ce sont des espèces qui n'étaient pas là en 2016 quand on a acheté et qui aujourd'hui fréquentent le lieu de manière importante. Tarier-pâtre, c'est un oiseau? Tarier-pâtre, c'est un oiseau qui est pâtre, comme son nom l'indique, donc qui vit dans les haies assez basses autour des champs pâturés, et voilà, qui est présent depuis quelques années maintenant à la Bigotière. D'accord, intéressant. Alors, merci pour ces présentations. Alors justement, comme vous l'avez dit, vous essayez de préserver la biodiversité sur ces écolieux, et justement, vous êtes lancé dans des démarches peut-être avec un mécanisme assez méconnu, un mécanisme juridique qu'on appelle les ORE, donc qui sont les obligations réelles environnementales. Alors, je ne sais pas si des personnes connaissaient, moi je ne connaissais pas ça avant d'animer cette table ronde, mais heureusement on a une experte du sujet, Vanessa Kourougji. Une question simple, c'est quoi des ORE? Bonjour à tous et merci à la coopérative Oasis pour l'invitation. Je vais juste me présenter très rapidement. Je suis donc juriste, je travaille à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Les CEN sont un réseau d'associations de protection de la biodiversité présent presque partout en France. Et j'occupe effectivement un poste aujourd'hui qui est dédié aux ORE, donc aux obligations réelles environnementales, et plus globalement au sujet du foncier, qui est évidemment une entrée très très importante pour la protection de la biodiversité, en lien avec l'Office français de la biodiversité et puis le ministère de la Transition écologique également, qui finance tous les deux directement ce poste. Les ORE, alors, c'est un contrat, ce n'est pas un outil réglementaire. Et en fait, ça, c'est la première chose à bien comprendre sur ce mécanisme. C'est un outil qui est purement volontaire. Personne ne peut forcer un propriétaire ou un co-contractant à le signer, puisque c'est un contrat. Il y a il y a évidemment les limites qui sont inhérentes à un contrat, mais il y a aussi tous les avantages. Et c'est un outil qui est extrêmement important dans les territoires, parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec le recul, on fêtera les 10 ans de l'outil l'année prochaine, que c'est un outil de dialogue territorial. C'est un outil qui permet aux différents acteurs du territoire, sur des endroits où il peut y avoir parfois des conflits d'usage entre des propriétaires, des agriculteurs, des chasseurs, des associations plutôt naturalistes, etc., de se mettre autour de la table et de réfléchir à un projet de territoire et de se dire où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller, comment on y va, pour combien de temps, avec quelles obligations de part et d'autre. Et évidemment, la finalité, c'est la protection de la biodiversité ou des fonctions écologiques. Donc c'est d'abord un contrat et c'est du coup un outil vraiment très intéressant parce qu'il est volontaire et il a pour objectif de protéger la biodiversité et l'environnement le plus longtemps possible, évidemment. Ok, d'accord. Donc, si je résume, c'est une sorte de papier qu'on signe auprès de qui, d'ailleurs? Alors, c'est un acte authentique, c'est-à-dire qu'il est soit signé devant notaire. Aujourd'hui, c'est quand même essentiellement devant notaire que ce contrat est signé, ou il peut être signé dans la forme administrative, c'est-à-dire qu'il est reçu par une collectivité, par une personne publique. D'accord, donc ça veut dire que si moi j'ai une propriété forestière par exemple et que je signe une ORE, si par exemple mon terrain est racheté par une autre personne, ça veut dire que la personne doit également s'engager aux mêmes engagements auxquels je m'étais engagé? Oui, normalement, si tout le monde fait bien son travail, l'acquéreur ou vos ayants droit sont au courant du fait qu'il y a une ORE et quand ils acceptent d'acheter ou qu'ils acceptent l'héritage, ils acceptent avec l'ORE de la même manière qu'ils acceptent avec une servitude, par exemple. D'accord. Et là, la question que je me pose, c'est comment on fait en fait pour s'assurer que le propriétaire ou la propriétaire respecte ses engagements? On a quel mécanisme pour vérifier ça? J'ai commencé par dire que c'était un contrat. Donc en fait, juridiquement, ce que ça implique, c'est que chaque partie doit veiller à ce que l'autre partie respecte ses obligations. Donc c'est un contrat qui ne confère pas de pouvoir de police particulier. Donc ce sera,
Ce sera au propriétaire de vérifier que le co-contractant remplit ses obligations et ce sera au co-contractant de vérifier que le propriétaire respecte ses obligations. Ça me fait penser qu'il y a une chose que je n'ai pas dite au tout début. C'est un contrat qui est signé donc entre un ou les propriétaires du foncier et un co-contractant qui peut être soit une personne publique, soit une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement, grosso modo une association de protection de l'environnement. Et donc c'est au propriétaire et à l'association ou la personne publique co-contractante de vérifier mutuellement que chacun remplit ses obligations. D'accord. Mais donc, par exemple, si mon terrain est racheté par une personne qui décide, je ne sais pas, par exemple, d'épandre des pesticides alors que ce n'était pas dans mes engagements, il y a des choses qui peuvent être faites ou c'est vraiment juste une sorte d'engagement moral un peu Alors, ce n'est pas du tout un engagement moral. Il y a ce qui va se passer. Donc, si vous avez acheté un terrain, vous avez mis dedans, par exemple, une obligation pour le propriétaire de ne pas utiliser de pesticides. Et que le propriétaire d'après le fait, ce que ça donne, ce que permet l'ORE, c'est un levier contractuel de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du propriétaire. C'est-à-dire que propriétaire A a signé l'ORE. Le foncier est transmis à propriétaire B, avec les obligations, par exemple, de ne pas épandre de pesticides. Le co-contractant pourra agir en responsabilité contractuelle contre le propriétaire qui n'a pas respecté ses obligations. D'accord. Donc agir en justice, par exemple ? En justice, oui. Ok. Ouais, donc ça semble quand même être un outil assez intéressant pour préserver la biodiversité. Juste une dernière question, il me semble que c'est un outil assez récent, ça date de 2016, si je ne me trompe pas. Et où on en est en France? Est-ce que c'est bien développé? Est-ce que c'est connu? Qui l'utilise? Alors, c'est effectivement un outil qui a été créé par la loi biodiversité de 2016. À ma connaissance, la toute première ORE a été signée par le réseau des conservatoires en 2018. Et depuis, on voit tous les ans, en tout cas dans notre réseau, une progression assez constante du nombre de signatures d'ORE. On a plus d'une centaine d'ORE dans le réseau maintenant. Il y a un outil de suivi qui a été mis en place en juillet 2022. Alors, c'est un outil qui n'est pas rétroactif, ce qui veut dire que pour la période 2016-2022, on ne saura pas combien d'ORE ont été signés. Et pour la période depuis juillet 2018, l'outil, en fait, c'est les services de la publicité foncière, que je mentionnais tout à l'heure, donc les anciens bureaux des hypothèques, qui sont censés renseigner le fait qu'ils enregistrent une ORE. Ils ont une case ORE à cocher. Et c'est comme ça que le suivi national est fait aujourd'hui de façon officielle. On sait aujourd'hui qu'il y a un peu des trous dans la raquette sur ce sujet-là, donc on travaille assez étroitement pour améliorer le dispositif. On ne sait pas exactement aujourd'hui. Alors il y a les étudiants du Master Environnement, Territoire et Paysage de Tours qui ont beaucoup travaillé sur le sujet récemment. Ils en ont recensé 200 en France. On sait qu'il y en a plus entre les coopératives, les différentes associations, la LPO Bretagne Vivante, le réseau des Seines, toutes les associations locales, les actes administratifs, etc. Enfin, c'est certain qu'il y en a plus, mais on n'a pas aujourd'hui de chiffres certains. D'accord. Et alors justement, ça tombe bien parce que la coopérative Oasis, justement, qui organise ces tables rondes, Coralie Darcy, vous aidez les différentes Oasis à mettre en place ces ORE donc, sur les écolieux. Concrètement, comment vous les aidez, les personnes qui gèrent ces écolieux? Donc, déjà, peut-être quelques éléments de contexte sur comment on en est arrivé là. Comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, les oasis, il y en a des urbains, ruraux, mais en tout cas, dans le manifeste des oasis, d'ailleurs, on a des flyers qui sont là, si vous voulez le lire en entier, il y a la notion de prendre soin de la terre. Donc, c'est quand même dans leur identité et leur valeur de prendre soin et travailler à la protection de la biodiversité. Et en fait, il y a beaucoup de collectifs qui mettent beaucoup d'énergie à ça. Donc, on va avoir des exemples assez précis là, avec la Bigotière et l'Oasis du Coq à l'âme. Et ça peut être de l'énergie, passer du temps. Ça peut être aussi financièrement. Là, on a échangé avec un lieu récemment.
ils avaient des travaux de rénovation à faire et dans une grange donc, qui hébergeait des chauves-souris. Et donc, ils ont revu tout leur projet pour pouvoir, pendant la période des travaux, pouvoir continuer d'accueillir ces chauves-souris. Donc, voilà, financièrement, c'était quand même assez impactant pour eux. Et en fait, les ORE ont, comme l'a dit Vanessa, cette possibilité de protéger dans la durée tous ces efforts qui sont fournis par les collectifs. Et en fait, comment nous, on en est venu à proposer des ORE, c'est par opportunité. En fait, en 2024, il y a des dons qui ont été fléchés pour mettre en place des ORE par le Fonds Fraternité pour Demain, avec le soutien de la coopérative pour la mise en place de ces ORE. Donc c'est là qu'on a démarré, c'est assez récent pour nous de travailler là-dessus, qu'on a donc démarré et soutenu financièrement cette mise en place, puisque du coup il y a un acte notarié, donc il y a des frais, il y a aussi le travail finalement d'accompagnement qu'on peut faire dessus. Donc concrètement, on va proposer aux oasis de mettre en place des ORE, c'est-à-dire aussi faire connaître dans notre réseau cet outil-là. Et on va accompagner à l'élaboration des documents juridiques. Tu peux rester encore sur la... Voilà. Et ensuite, au moment de la signature, on est co-contractant, comme expliquait Vanessa, donc on va aussi participer au suivi des obligations qui sont mises en place dans le contrat. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite Ah oui, et donc le financement, j'en ai parlé juste avant. Effectivement, on aide les oasis à se lancer dans cette aventure en finançant cette partie de mise en place. Donc depuis le début de l'année, on a déjà signé 5 ORE et là, il y en a une quinzaine qui sont en cours d'élaboration des dossiers. Donc, et on espère en signer une trentaine d'ici la fin de l'année parce que justement, on a des financements pour ça. Voilà, là, j'ai donné quelques exemples de 2 autres lieux. La ferme légère qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a 11 hectares qui sont protégés. Donc eux, c'est essentiellement une activité de ferme vivrière avec beaucoup de forêts. Par exemple, ils ont imposé de travailler en agriculture biologique sur tout le territoire, de préserver les forêts, les surfaces aussi de mares et zones humides, et puis d'être attentif en fait à la conservation des biotopes qui sont existants. Donc il y a des diagnostics qui sont faits au point de départ et l'ORE peut qualifier en fait de préserver cet état initial ou alors encore mieux de l'aggrader, donc faire encore mieux. Et le deuxième que j'ai mis là, c'est l'éco-village de Sainte-Camelle. Donc là, il y a 8 hectares qui ont été protégés. Je crois que ce n'est pas tout à fait l'ensemble du lieu. Et là, ils ont un projet d'agrotourisme. Et donc, eux, ils veulent développer les zones humides, faire préserver les forêts et également limiter les intrants. Voilà, et puis j'ai mis encore des informations sur qu'est-ce qui se passe après la signature des ORE. Alors on y arrive tout juste puisque c'est assez nouveau chez nous, mais en tout cas l'idée c'est que la coopérative ensuite donc en tant que co-contractant va être garante à faire respecter et suivre en fait les obligations qui sont mises en place dans chacun des contrats. Et donc on a un suivi qui est établi dans nos contrats où chaque année on va avoir un lien avec chaque lieu qui a une ORE pour un suivi plutôt documentaire, donc là avec des informations qui sont transmises par le lieu sur ce qui a été fait dans ce sens-là, des photos éventuellement de l'État en fait cette année-là sur les espaces naturels. Et puis tous les 2 ans, là c'est plutôt une visite sur place.
Et en fait, nous, donc, notre idée, c'est de mettre en place un réseau des oasis de biodiversité, c'est-à-dire tous les oasis qui vont être engagés dans les ORE, pour qu'il y ait des visites croisées en fait, entre lieux, et que à la fois ça soit un support de suivi et de contrôle, et à la fois un espace d'échange aussi entre les lieux sur comment ils font chacun dans leur lieu. D'accord. Ouais. Et alors justement, nos deux invités qui nous viennent de la Bigotière et du Cocalam, vous, si j'ai bien compris, vous êtes en train de signer des ORE, mais vous n'êtes pas encore réveillé au bout du processus. On peut peut-être commencer par vous, Julien Simio. Où est-ce que vous en êtes et pourquoi ça prend du temps aussi concrètement qu'est-ce que vous devez faire? Alors nous, je crois qu'on signe fin août l'ORE. On a saisi cette opportunité pour en fait, c'était un bon moyen de partager les informations et de savoir où on va tous ensemble d'un point de vue environnemental. Donc c'était vraiment plus pour le partage d'informations entre nous et aussi d'une certaine manière créer un commun, quoi. Du coup, comme on est plein d'acteurs autour de la table à se dire qu'est-ce qu'on veut pour ce milieu-là, qu'est-ce qu'on veut faire, et du coup, d'une certaine manière, on s'est créé un truc qui fait qu'on est plus nombreux à vouloir s'en occuper, à vouloir le protéger, que juste une ou deux personnes qui étaient impliquées dans la grille et dans ce projet-là. Et donc, c'est vraiment une démarche citoyenne. Enfin, on l'a vraiment senti et ressenti comme ça, nous, dans notre projet. Et derrière aussi, pour pouvoir le valoriser, je fais beaucoup d'animation nature et de découverte de l'environnement. Et donc, l'instant T, mais aussi où est-ce qu'on veut l'emmener, quoi. Et donc, ça permet de travailler là-dessus. C'est les deux avantages, nous, qu'on a trouvé à rentrer dans ce dispositif des ORE. Et en ce qui nous concerne, ça fait 1 an qu'on est en projet d'ORE. Puis on a eu pas mal de choses à mettre en place, bail amphithéotique, travaux, etc. Si bien que pour l'instant, c'était pas sur la haut de la pile en 2024, mais ça y est, ça y vient là. Et puis l'idée, parce qu'on a tout un travail de suivi de la biodiversité qu'on fait depuis des années sur le site, donc on est assez au clair, je pense, là-dessus. Il faut quand même qu'on ait un temps d'échange dans le collectif du lieu, à la fois les habitants et les acteurs, pour se dire qu'est-ce qu'on met comme cahier des charges un peu dans cette ORE pour la suite. Et puis aussi, on a à la fois le cahier des charges proposé par la coopérative Oasis. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire une sorte de co-signature avec une asso avec laquelle on travaille qui s'appelle Bretagne Vivante, qui est une asso dont je fais partie, dont j'ai été administrateur longtemps. Et l'idée, et qui est l'asso locale avec laquelle on agit au quotidien. Et si on peut avoir une co-signature, ce serait pas mal. Donc on va organiser un temps d'échange entre Bretagne Vivante, la COP Oasis et nous, pour voir si on peut arriver, j'espère d'ici fin 2025, à signer cette ORE. D'accord. Et donc, du coup, on le rappelle, donc, une ORE, donc, c'est un document qu'on signe qui permet de prendre des engagements en termes de protection de biodiversité sur le temps long. Hein, vous l'avez dit, jusqu'à 99 ans, c'est beaucoup. Qu'est-ce que, concrètement, Julien et Jean-Luc, alors vous n'avez pas encore signé l'ORE, mais est-ce que vous avez des idées d'engagements concrets que vous souhaitez prendre pour protéger la biodiversité sur votre écolieu ? Les engagements qu'on a pris, nous, pour les ORE, je vous ai dit, on a plein de milieux naturels différents. Et l'idée, c'est d'essayer de les aggrader tous par rapport à leurs caractéristiques. Et donc, on a les zones humides. Oui, c'était la carte que... Ouais, celle-ci. Donc, les zones en violette, c'était deux grandes parcelles, juste de grandes cultures, qu'on est en train de tout rebocager pour faire de l'agro-sylvo-pastoralisme, histoire de pouvoir faire tourner les rotations. Agro-sylvo-pastoralisme, pour expliquer un petit peu, c'est quoi ? Agro, c'est de la culture, sylvo, c'est les arbres, et pastoralisme, c'est les animaux. Donc la nature, elle a besoin de ces trois choses-là pour arriver à être en bonne santé. Et donc l'idée, sur les 3/4 des terrains, on va essayer de développer cette dynamique-là. Mais donc voilà, en haut, c'était qu'une grande parcelle de grande culture qu'on est en train de bocager pour pouvoir la rediviser, qu'elle soit plus facile aussi à travailler. Et voilà. Et les zones bleues, ce sont des zones humides
la grande zone bleue qui est au milieu, enfin verte plutôt au fond, et ben, il y a aussi une petite rivière et on essaye de recréer du coup une zone humide. On est en lien avec le syndicat de rivière pour faire des barrages castors et faire des aménagements low-tech, donc sans argent, mais pour redynamiser la rivière et donc la partie zone humide qui existe à cet endroit-là. Voilà, il y a en violet un peu, c'est les forêts, et donc pas de coupe rase pour essayer de maintenir la forêt. Enfin voilà, en fait, avec le réchauffement climatique et avec les nouvelles découvertes que la science arrive à apporter quasiment au jour le jour en matière d'agriculture, on essaye d'être quand même assez large et assez vaste, nous, dans notre RE, parce qu'on ne veut pas se fermer de porte et on veut pouvoir s'adapter aux changements et à toutes ces choses-là. Donc, on a mis, à part des labours à plus de 30 cm qu'on ne veut plus parce que ça saigne la terre, les coupes rases, enfin voilà, on n'a pas été tant que ça loin, on va dire, dans nos objectifs. Mais par contre, de maintien des écosystèmes et de développement des fonctions des écosystèmes, ça c'est le leitmotiv qu'on a vraiment mis nous dans notre RE, quoi. Voilà. Et vu que vous avez des pratiques agricoles, j'imagine aussi en termes de pesticides, vous devez avoir pris des engagements peut-être ? Oui, pas de pesticides sur les terrains. Après, aujourd'hui, il y a certaines modes d'agriculture qui sont régénératrices des sols et d'autres qui le sont un peu moins, on va dire. Et malheureusement, le bio qui laboure n'est pas encore dans la régénération des sols. Et la seule technique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'une fois tous les 5 ou 6 ans, il faut quand même mettre des produits dans les champs pour arriver à relancer la culture. Et donc, on a enlevé tout ce qui est insecticide, mais les herbicides, on ne se les est pas sortis quand même du truc parce que, voilà, c'est comme on imagine ça, nous, comme les antibiotiques, c'est pas automatique, mais avec parcimonie, à des moments précis, s'enlever cette science, c'est quand même peut-être un peu dommage, encore aujourd'hui, on se dit. Et donc voilà, on essaye d'être au milieu de tout ça et d'arriver à être ni dans des extrêmes d'un côté, ni dans des extrêmes de l'autre, mais trouver une ligne directrice qui puisse aggrader notre écosystème, voilà, vraiment au jour le jour, comment on le regarde, comment on l'observe, comment on l'améliore, et voilà, donc on est un peu là-dessus. D'accord, donc vous avez dit pas de coupe rase, pas de certains pesticides, notamment les insecticides, régénération de certains espaces naturels, donc tout ça c'est des engagements du coup qui survivront après vous sur 99 ans. Vous, Jean-Luc, est-ce que vous avez déjà réfléchi un petit peu à des engagements en termes de préservation ? On peut voir, alors on va voir plus loin. Voilà, non, encore. C'est là, c'était avant, en gros, ça c'est les actions qu'on mène sur la biodiversité. Voilà le site de la Bigotière avec l'espace de production au premier plan, là, et puis l'espace d'habitat derrière, et les boisements qui sont en partie chez nous et en partie chez d'autres propriétaires et le ruisseau. Donc l'idée, là, ce qu'on peut voir à travers ça, nous on fait tout un... Là tu passes la diapo suivante, on fait tout un suivi en fait par l'intermédiaire de protocoles diversifiés sur les différentes espèces qu'on appelle le Bigoscope, l'Observatoire de la biodiversité de la Bigotière, et qui nous permet à travers ça des protocoles de suivi plus ce qu'on appelle les observations sauvages, les observations qu'on fait au fur et à mesure. Ça nous permet d'avoir déjà de savoir un peu comment les milieux sont habités. Et de ça, on utilise ça nous sert à élaborer une logique de plan de gestion ou de plan de non-gestion, parce qu'il y a des endroits qu'on laisse en non-gestion. Et donc c'est la diapo suivante. Et c'est ce plan de gestion-là, ça c'est un exemple de... voilà le tarier-pâtre à droite en bas, là, comme ça tout le monde le voit. Ça c'est les points d'écoute qu'on peut faire, par exemple, qu'on a fait cette année sur le site et qui nous ont amené à inventorier 38 espèces, dont 34 espèces nicheuses, qui est quand même pas mal pour un secteur, vous voyez, où il y a quelques bois, mais il y a aussi beaucoup d'espaces agricoles. Voilà. Et donc le plan, c'est le plan un peu qui permet de caractériser les milieux. Et en gros, dans une ORE, à mon avis, on est dans une logique de mettre en place une conservation de certains espaces, du style des infrastructures agroécologiques, les bois, etc. Tout ce qui est vraiment l'ossature écologique du lieu, ça, il faut le préserver. Et après, il faut y mettre sûrement des choses liées aux pratiques. Pour nous, pas de pesticides. Dans l'aménagement, la gestion durable des haies, des éléments de ce type-là, qui est donc à la fois des aspects conservation et des aspects de pratique qu'on veut intégrer dans l'ORE. D'accord. Et vous disiez que vous faisiez pas mal de recensement des espèces présentes. Alors on a vu des oiseaux, des amphibiens, des chauves-souris même.
la préservation de la biodiversité, j'imagine que vous n'avez pas attendu la future signature de l'ORE pour la mettre en place. Est-ce que grâce à ces comptages, en fait, ces comptages d'espèces, vous avez vu un retour de la biodiversité sur votre écolieu? Ouais, on le voit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on le voit clairement. Quand on est à 30 espèces, c'est que la diversité des milieux, parce qu'on pense toujours aux espèces, mais c'est quand même d'abord la diversité des habitats qui favorise la diversité des espèces. Donc la création des 3 mares qu'on voit là, forcément, la mise en place des haies, puisqu'il y a une partie des haies là qu'on a reconstituées, la mise en place des espaces prairiaux qu'on a mis en place aussi, voilà, tout ça, ça favorise l'arrivée d'une diversité d'espèces qui vont trouver sur le lieu à la fois le gîte, le couvert et l'abri, quoi. Donc oui, on a un certain nombre d'espèces qui sont arrivées. Alors c'est petit, c'est un espace ressource pour nous, non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour en faire un lieu de formation, d'animation, de sensibilisation à la question de la prise en compte de la biodiversité pour le territoire. D'accord, donc c'est pas uniquement dans les frontières de l'écolieu, vous faites aussi de la formation pour alors peut-être d'autres écolieux, mais aussi j'imagine d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans des écolieux, et vous les formez à ces enjeux-là. Ouais, parce que du coup on a une part de notre activité, y compris économique, qui est d'accompagner le territoire sur les enjeux de biodiversité. À la fois, je crois que j'ai mis quelques exemples ensuite. On a mis en place l'Atlas de la biodiversité avec les communes du territoire, 3 communes du territoire. Là, on voit un panneau pédagogique à gauche qu'on a réalisé, la carte des habitats et des trames vertes et bleues du territoire et un livret biodiversité dans le jardin. Ça a été fait et la Bigotière est au milieu de ce territoire-là. Donc, ce n'est pas déconnecté, en fait. C'est connecté comment un espace comme celui-là peut être un réservoir de biodiversité avec d'autres et comment on favorise la connexion entre ces réservoirs à l'échelle du territoire. C'est ça qui nous intéresse. Et la dernière action qu'on mène, du coup, c'est avec les agriculteurs du territoire, où on fait à la fois des diagnostics biodiversité et promotion d'aménagement. On coanime le réseau local Paysans de Nature, qui est une dynamique nationale qui se lance autour de concilier mieux nature et production agricole. En Bretagne, on a toute une dynamique qui est assez importante sur le sujet. Et puis, on s'est lancé aussi dans l'accompagnement des agriculteurs sur les plans de gestion de haies. Parce que le bocage en Bretagne, compte tenu des enjeux, en Bretagne et ailleurs, mais des enjeux de changement climatique, d'eau et de biodiversité, c'est quand même un enjeu essentiel. Et vous, Julien, qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place? Jean-Luc disait par exemple, on a construit des mares, voilà. Quelles actions pour la biodiversité vous essayez de mettre en place avant même du coup la signature de l'ORE, puisque vous avez dit que ça arriverait en août, je crois? Il y a eu des comptages aussi de faits. On a des études qui sont menées. On a 2 grosses études en ce moment qui sont une étude de la pédofaune du sol en fonction des animaux qui broutent. Donc, quelles espèces végétales ou animales sont présentes en fonction du mode de culture qu'on va avoir sur le champ. Donc, en l'occurrence, nous, on teste les chevaux, les chèvres, moutons et de la fauche. Et on voit les différences qu'il peut y avoir entre ces différentes choses. On a planté 1 kilomètre de haies, je crois, l'année dernière, ou 2 kilomètres de haies. Et ce n'était qu'une première salve, on va dire, d'engagement. Et après, par rapport au territoire, en Charente, on a une problématique autour de l'eau. Et on a, la Charente tend à vouloir baisser son niveau d'eau, et on dit qu'en 2050, on aura des grosses difficultés d'eau en Charente. Et donc, on a la chance d'avoir et la Charente et un petit cours d'eau, un petit bras, un affluent de la Charente, qui passe sur le domaine. Et du coup, on est en train avec l'agence de l'eau, de travailler sur le petit cours d'eau pour le renaturaliser, comment le refaire vraiment une zone humide, pour essayer de diminuer le temps d'étiage d'été, sans eau dans la rivière l'été, et d'éviter aussi les crues dans le village, mais aussi voilà, les montées des eaux. Donc on est sur cette dynamique-là en ce moment, et en espérant que ça essaime sur les autres affluents aussi en Charente. Parce qu'en fait, on se rend compte que les 3/4 de l'eau qui arrive dans la Charente vient des affluents. Et donc, si on gère ces affluents par des réserves naturelles avec des petits barrages castors ou des aménagements pas chers et efficaces, et on arrive à garder l'eau en amont et donc à relâcher de l'eau plus largement dans l'été. Et donc, c'est la dynamique que nous, on essaye d'avoir, en tout cas sur notre territoire. Elle est surtout basée autour de l'eau et de la petite rivière.
Et peut-être, Vanessa, pour vous qui avez une vision un petit peu plus générale, notamment du point de vue des ORE, là, quand vous entendez toutes ces différentes méthodes, techniques qui sont mises en place, et en termes d'engagement dans les ORE, qu'est-ce qui est le plus souvent plébiscité et qu'est-ce qui marche alors sur les écolieux, mais pas que voilà, qu'est-ce qu'il y a souvent qu'est-ce qu'on met souvent en avant dans les ORE? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est du sur-mesure foncier. Et les deux interventions l'illustrent très très bien. En fait, on part du territoire, on regarde ce qu'il y a comme milieu, comme espèce, comme enjeu, ce qu'on veut faire, et à partir de là, on rédige l'ORE. Donc en fait, la réponse, c'est ça dépend de ce qu'il y a sur le territoire. Et ça dépend du niveau d'intervention, du niveau de gestion que le propriétaire et le co-contractant souhaitent pour ce territoire. Donc typiquement, quand il y a de la forêt, comme chez Julien, très souvent, pas de coupe rase, ça paraît être la base. On peut aller jusque de la libre évolution totale, donc zéro intervention, on voit ce qui se passe, changement climatique, espèces exotiques envahissantes, on laisse faire. Et tout ce qu'il peut y avoir entre les deux, c'est-à-dire de la coupe de bois raisonnée, on contacte le co-contractant en amont pour voir si c'est le moment, s'il n'y a pas des espèces protégées qui nichent à ce moment-là. Enfin, donc ça, c'est sur de la forêt, par exemple. S'il y a des zones humides, une obligation de base, ça va être on ne la draine pas, par exemple. Si elle est drainée, on peut éventuellement, si on a les financements, ce qui est pas toujours simple, on peut éventuellement prévoir des travaux de restauration. Ça peut être le cas sur une mare aussi. On crée une mare ou on restaure une mare. On enlève des drains, on refait un retalutage. Enfin, c'est très très variable en fonction de l'état du foncier au moment de la signature de l'ORE. Sur de l'agriculture, effectivement, pas d'intrants, où on limite les intrants. Sur du bâti, souvent c'est pour la protection de chiroptères. C'est une activité, on a par exemple les bergeries dans lesquelles il y a des chauves-souris. Donc l'idée c'est de concilier le pastoralisme avec les périodes où les chauves-souris nichent, évidemment pas de perturbations pour les périodes de reproduction. Donc en fait c'est très très variable et ça peut être des obligations de faire, donc par exemple des travaux, ou des obligations de ne pas faire, ce qui est aussi quand même souvent le cas malgré tout. Et ça c'est pour le propriétaire. Et côté co-contractant, les obligations sont variables. Une obligation assez standard, même si nous on n'a pas de cahier des charges parce qu'on veut vraiment que les parties réfléchissent à leur contrat, mais une obligation assez standard, c'est l'obligation de suivi, parce que quand on va chercher une association de protection de l'environnement, on va chercher une compétence naturaliste, une compétence écologique que le propriétaire n'a pas forcément, et du coup typiquement des suivis d'inventaire à échéance qu'on détermine dans le contrat. Ouais, j'avais juste un petit mot à rajouter sur le fait que là, on est tous les deux un peu spécialistes de la biodiversité, donc c'est facile pour nous d'imaginer une ORE sur le territoire où on est là, mais ce n'est pas le cas de tous les habitants en fait. Il faut se dire que dans un écolieu où habitent des gens avec des origines, des formations très diverses, la question de la biodiversité n'est pas abordée de la même manière par tous. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a besoin d'avoir un travail collectif autour de la sensibilisation, de l'acculturation à ce que c'est que l'écologie, les dynamiques naturelles, etc., pour que, parce que vous savez, là, on a quand même une forme de dictature du propre, quelque part, un peu, qui existe dans nos territoires et y compris parfois dans nos écolieux. C'est-à-dire que ça fait propre, voilà, et donc il faut entretenir, etc. Donc il y a quand même un travail de sensibilisation et d'acculturation au sein même de l'écolieu à faire avant d'arriver à définir ensemble et de manière partagée, c'est-à-dire de manière acceptée par tous, ce qui va être mis dans une ORE. C'est pour ça que ça peut prendre aussi un peu de temps. Si c'était que l'affaire de... Moi, je peux écrire l'ORE, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que ce soit un outil aussi qui sert aussi à la dynamique collective sur le lieu et à cet aspect-là. Donc, il y a un aspect social, lien social, sensibilisation et tout ça qui est essentiel, y compris à travers l'ORE. Ouais. Et Julien, justement, dans les écolieux aussi, les ORE sont géniaux, ça aide, mais le fait de se réapproprier ensemble, si aujourd'hui on est en train de parler des écolieux pour la protection des environnements, le fait que des habitants se regroupent pour essayer de mieux comprendre leur environnement, chacun gère son jardin comme il veut.
Mais dès qu'on parle d'une place ou un four banal, par exemple, quand il y a une association qui se met autour, tout de suite, il y a quelque chose de convivial, de commun, d'appréhension, enfin de mieux compréhension même du système et vraiment les écolieux et les ORE en l'occurrence, mais les écolieux et le côté participatif permet ça, d'acculturer les gens, de mieux prendre conscience de ses actions, de son impact. Parce que c'est vrai que le jardin, tondre, ils n'ont pas conscience que ça a un impact, alors qu'en fait, ça peut vraiment avoir un impact. Et donc, d'acculturer les gens en parlant d'un commun, ça aide beaucoup, en fait. Moi, je m'en suis vraiment servi pour ça et comme ça, quoi. D'accord, donc on comprend bien qu'il y a vraiment un enjeu de sensibilisation plus large qui même parfois dépasse l'Oasis, comme on le voit chez vous aussi, Jean-Luc, vous faites des formations. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de cette table ronde, il nous reste une dizaine de minutes. Je propose de donner la parole à Madame la sénatrice de Paris, Antoinette Guhl, pour faire un petit bilan, peut-être en quelques minutes, en 5 minutes. Et ensuite, on aura 5 minutes de questions avec la salle, s'il y en a. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, peut-être, si vous permettez, avant de revenir sur vos propos, peut-être vous dire la bienvenue dans ce lieu qui est quand même aussi un lieu un peu particulier. J'allais dire peut-être un écolieu urbain, si je pouvais m'exprimer ainsi. Alors, vous êtes ici dans une ancienne mairie d'arrondissement. C'était la mairie du 2e arrondissement. Et ici, c'était la salle des mariages. Et lorsque nous avons fusionné 3 arrondissements, les 4 premiers arrondissements de Paris, eh bien, nous avons eu 3 mairies d'arrondissement qui du coup se trouvaient inoccupées. J'allais pas dire qu'elles étaient à l'abandon, puisque le foncier étant si rare et si cher, on aurait pu en faire plein de choses. Et on a décidé je dis on, puisque j'étais adjointe à la maire de Paris à ce moment-là, et on a décidé d'en faire un lieu dédié à l'environnement. Et donc c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, dans ce lieu qui aurait pu être continuer à avoir une vocation administrative, qui aurait pu être un tout autre lieu, mais qui aujourd'hui est consacré aux questions environnementales, avec une gouvernance partagée, avec une place particulière pour la jeunesse. Et donc voilà, je voulais juste dire qu'aussi dans l'urbain, on pouvait avoir différemment, mais en tout cas des engagements pour l'écologie. Alors je dis différemment parce que l'engagement urbain pour la biodiversité est très important également. Moi, j'ai été, avant d'être sénatrice, j'étais donc adjointe à la maire de Paris, puis j'ai été vice-présidente à la métropole du Grand Paris en charge de la nature, de la biodiversité et de l'agriculture urbaine. Et donc, lorsqu'on est en ville et dans une zone dense, c'est quand même la zone la plus dense d'Europe, la métropole du Grand Paris, 87% du territoire est ou bâti ou fait d'infrastructures, en tout cas n'est pas naturel. Ce qui reste, j'ai dit 87%, il reste donc 13% de territoire naturel. Donc vous voyez que la préservation de ce peu de biodiversité et le recouvrement d'autres espaces de biodiversité devient une priorité absolue. Ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux, mais en tout cas ça concourt du même objectif, j'allais dire du même objectif national, international, du même objectif de protection du vivant. Alors moi, j'ai beaucoup aimé vous écouter les uns et les autres. Vous avez dit des choses que j'ai trouvées, moi, particulièrement passionnantes. Alors j'ai noté que vous aviez parlé de territoire à l'abandon. C'était même écrit sur une des slides. Et de dire, finalement, les écolieux, c'est une nouvelle vie pour un territoire en abandon, à l'abandon. Et je trouve ça assez incroyable parce qu'à la fois, c'est de la protection de la biodiversité et c'est du logement. C'est ce que vous expliquiez. Quand on voit la crise du logement dans laquelle on se trouve aujourd'hui, pour redonner un peu de regarder ça au niveau national, on est dans une crise du logement qu'on n'a jamais vue en fait. Les gens ne savent plus où se loger, les villes ne comportent pas suffisamment de logements et on se retrouve avec des listes d'attente, avec un mal logement qui est très important, avec des millions de personnes, puisque ça se compte en millions de personnes qui aujourd'hui attendent un logement social. Et à côté de ça, on se retrouve avec des territoires qui sont des territoires à l'abandon. Et c'est en fait ce paradoxe-là qu'il faudrait essayer de gérer, non pas essayer de construire toujours plus dans les villes, mais bien essayer de gérer ce paradoxe et cette antinomie-là entre des territoires qui se retrouvent abandonnés, des territoires qui se retrouvent surexploités et surdensifiés. Vous avez parlé de la dictature du propre. J'aime beaucoup ce que vous disiez, puisque ça rejoignait ce que vous avez dit, vous, quand vous avez dit nous mettons en place une obligation de ne pas faire.
normalement, l'obligation, habituellement, c'est de faire quelque chose. Mais en biodiversité, moi j'adore ça, c'est l'obligation de ne pas faire. C'est de laisser des territoires qui peut-être ne semblent pas propres, mais en tout cas qui sont naturels, qui se développent et qui peuvent foisonner de biodiversité parce que la nature se débrouille très bien toute seule. Et bien en ville, on a aussi ce même problème. Hein, quand on décide, je ne sais pas moi, de faire une forêt urbaine, un espace qui du coup ne peut plus être utilisé pour des promenades et par les habitants, ben, ça pose des problèmes. C'est pas normal en fait qu'on ne puisse ne pas avoir accès pour laisser la nature faire son travail. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Voilà, je trouve que toutes ces expérimentations, parce que ce sont des expérimentations qui changent à la fois la manière d'habiter, la manière de vivre, la manière de cultiver, et surtout qui changent notre relation à la nature, je trouve qu'elles apportent philosophiquement, mais pas que philosophiquement, aussi sur le plan écologique, quelque chose de très revivifiant. Et je le dis d'autant plus que moi, en fait, j'allais dire, j'ai la chance en fait d'être sénatrice. Je dis la chance, mais en fait, au quotidien, c'est pas du tout ce genre de discours que j'entends. Toutes les expérimentations, ça semble être des choses un peu farfelues, dont on nous dit que c'est très inutile, et y compris même lorsque de temps en temps, il y a des lois qui sont votées qui protègent la biodiversité, et je pense aux ânes. Vous l'avez vu, le zéro artificialisation nette, eh ben, on n'a pas du tout de problème à le remettre en cause au détour d'une loi de simplification, en disant ben non, le zéro artificialisation nette, celui qui permet de préserver tous ces espaces, que ce soit en ruralité ou que ce soit en zone urbaine, eh bien, il vient d'être enlevé. Bon, alors ce sera sans doute remis en cause, parce que sans doute non constitutionnel, mais enfin, il vient d'être voté comme... étant possible d'être allégé, parce que quand même la défense de la biodiversité, ça emmerde tout le monde, quoi. Ça empêche de construire, ça empêche les maires de faire des choses, etc. Et c'est ça les discours qu'on entend. En fait, l'écologie est quand même très très fortement criminalisée, et je vous le dis, enfin criminalisée. Le terme n'est pas si fort que ça, et je vous expliquerai après pourquoi, mais en tout cas, est le bouc émissaire de tous les maux. Vous prenez n'importe quel problème, là il y a eu un problème avec les agriculteurs, mais pourquoi ? Ben, c'est à cause de l'écologie. Alors moi, je voudrais bien savoir à quel moment il y a eu des écologistes en charge du ministère de l'Agriculture, parce que ça m'intéresserait de savoir à quel moment on aurait fauté, ou à quel moment même les décisions qui auraient été prises par des écologistes ou par un électorat écologiste auraient pu modifier à ce point l'agriculture, au point que nous soyons responsables de tous les maux agricoles. Quand je dis nous, c'est nous écologistes, mais je le partage avec tous ceux dans la salle qui se sentent écolos. Hein. Je ne dis pas que c'est l'étiquette écologiste. Donc en fait, on est coupable de tous les maux, et attention, on a en retour une sape quasi systématique de toutes les avancées écologiques. Et je le dis, là en ce moment, il y a la loi du plomb qui fait revenir des néonicotinoïdes qui pourtant avaient été interdits. Le ZAN qui remet en cause la loi de simplification qui remet en cause le zéro artificialisation nette. On a comme ça absolument tout le temps la ZFE qui vient d'être là aussi par la loi de simplification interdite, les zones de faible émission, etc., etc. Je pourrais reprendre toutes ces avancées qui sont ou bloquées qui sont bloquées, arrêtées, voire sur lesquelles on note de grands reculs par des assemblées qui sont très peu sensibles à la question écolo. Voilà, je voulais juste dire que ça me faisait beaucoup de bien de vous entendre. Quelquefois, il faut changer d'hémicycle et changer d'orateur, parce que ça fait très très plaisir. Donc je me dis que quelque part on est quand même dans le vrai quand on défend. On a fait là une proposition de loi pour défendre les haies et pour défendre justement, pour pouvoir permettre aux agriculteurs de replanter des haies, etc. Elle a été votée au Sénat, elle n'est pas encore passée à l'Assemblée. Bref, on espère que ça va, qu'on va réussir. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est loin d'être gagné. Et qu'en fait, si sur le terrain, vous êtes présent, et je ne doute pas que ça avance et que vous fassiez des choses extraordinaires, on l'est aussi dans les hémicycles, et on aimerait de temps en temps compter plus de victoires, mais on continue de manière déterminée à être là et à défendre les questions de biodiversité et d'écologie. Eh ben, merci beaucoup, merci pour ce petit bilan.
Il nous reste peut-être quelques minutes, si jamais il y a des questions dans la salle. Je vois qu'il y en a déjà une, deux. Est-ce qu'on peut faire passer un micro peut-être? Je vais vous passer le mien sinon. Merci. Moi, je me demande, quand on met des obligations comme ça, qu'est-ce qui permet de s'assurer que c'est des bonnes obligations? Je veux dire, qui va valider que c'est effectivement favorable à la protection de la biodiversité et que ça va, enfin, et comment on va pouvoir faire évoluer dans le temps si jamais on se rend compte que finalement on a mis une obligation qui n'était pas si favorable que ça? Est-ce qu'on peut mettre dans les obligations des pesticides, par exemple, le fait d'utiliser des pesticides, des néonicotinoïdes, par exemple? Alors, c'est tout l'intérêt de signer une ORE avec une association de protection de l'environnement ou des gens qui s'y connaissent vraiment. Enfin, c'est un contrat, donc on rentre dans une relation de confiance là-dedans et on signe avec des professionnels de la biodiversité. Donc, c'est comme ça qu'on sait. Et après, dans le contrat, enfin, c'est ce qu'expliquait aussi très bien Julien, il y a des choses qu'on imagine fixées, du style on ne draine pas une zone humide, parce que ça, jamais, ça pourrait être quelque chose de bien. En revanche, on peut se laisser une marge de manœuvre dans la rédaction du contrat et dans la façon dont on rédige les obligations pour se dire on fait un point dans 5 ans, on fait un point dans 10 ans, et on compte le nombre d'espèces qui sont revenues, on voit les points d'amélioration. Par définition, l'environnement, c'est quelque chose de dynamique et de un peu aléatoire, soumis à plein de pressions qu'on maîtrise, plein de pressions qu'on ne maîtrise pas. Et donc, c'est une question de technique de rédaction de l'ORE. Donc, je reviens juste très rapidement sur la question de tout à l'heure, sur le nombre d'ORE. C'est sûr que c'est très important de signer des ORE. Il n'y a pas que sur tous ces sujets-là qu'il y a eu des attaques politiques très très fortes. Il y en a eu il y a 3 ans sur le système sur les ORE qu'on a réussi à contenir. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, voilà, c'est pas simplement le nombre d'ORE qui est important, c'est aussi la qualité des ORE qu'on signe. Donc évidemment, plus on en signe, plus on a de retours d'expérience, plus on légitime l'outil, plus on se discute, plus on se rend compte et plus on se donne du courage aussi, clairement, parce que même dans les territoires, c'est pas toujours simple. Mais aussi, on se dit, ça prend du temps. Et ça prend du temps de mettre les gens d'accord, mais ça prend du temps ensuite de rédiger l'ORE, ça prend du temps de trouver le bon notaire, etc. Et c'est tout ce processus qui est itératif, qui va aussi dans la qualité de l'ORE et dans la qualité de la rédaction. Et donc, enfin, moi, mon poste aujourd'hui, qui est unique en France, alors dans le sens où il n'y a que dans la Fédération des Seines qui a un poste dédié comme ça, mais après, ça a essaimé partout, et il y a énormément d'associations maintenant qui ont signé des dizaines d'ORE, et donc c'est comme ça, en fait, qu'on améliore les choses. Donc, il n'y a pas de tampon administratif pour dire ça c'est une bonne ORE, ça c'est une mauvaise ORE. On verra à la pratique, c'est un contrat, donc le contenu dépend de ce que les parties mettre dedans et ce sur quoi elle signe. Moi, j'ai envie juste de rajouter que c'est un cadre, en fait. Et puis après, un cadre où il faut les grands principes, je pense, des éléments de principe, mais derrière, après, on peut utiliser une sorte de plan de gestion ou de charte locale qui est beaucoup plus souple et qui vient compléter l'ORE. À mon avis, il faut faire attention de ne pas aller trop précisément dans l'ORE. Voilà, que c'est un cadre et ensuite, on peut avoir quelque chose de plus souple. Merci. Je crois qu'il y avait une deuxième question. Ça dépend de ce que vous prévoyez, mais dans l'idée, la question c'est est-ce que c'est évolutif? Si vous signez une ORE pour 99 ans, vous avez quand même intérêt, mais même pour 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, vous avez quand même intérêt à vous dire qu'est-ce qu'on fait si un jour le paysage, le territoire, le milieu change pour une raison extérieure. Qu'est-ce qu'on fait si on voit que les pratiques qu'on a mises en place ne sont pas efficaces, voire elles sont contre-productives? Oui, bien sûr. Bah, c'est un contrat, donc en fait, il peut tout à fait évoluer. Et nous, on a plus de 100 ORE dans le réseau. Il n'y en a pas une qui fige, qui fige complètement. C'est ce que je disais au tout début, en fait. D'où est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on va? Et comment on y va? Et donc ça, bah forcément, ça implique aussi une remise en question, ça implique des retours d'expérience, ça implique de se reparler, etc. Les projets du propriétaire peuvent changer, l'environnement peut changer, et tout ça, effectivement, c'est une question de rédaction du contrat. Oui, chez nous, par exemple, on a voulu fixer les apports écologiques, enfin le fonctionnement écologique des milieux.
Mais c'est vrai qu'on a une forêt de chênes. On sait bien qu'avec le réchauffement climatique, notre chêne pédongulé, en théorie, il va peut-être pas supporter. Donc cette forêt-là, si je la mettais sous cloche en disant faut garder la forêt de chêne, c'est contre-productif parce que du coup, et donc là on a dit garder la fonctionnalité, donc garder une forêt. Par contre, on s'est donné le truc de dire on pourra adapter les essences, on pourra faire évoluer tout ça. Et donc nous, dans notre parti pris, c'est garder les fonctionnements écologiques. Donc ça, c'est la vision à 100 ans. Et par contre, on s'est donné des plans de gestion tous les 5 ans pour se dire voilà, sur les 5 prochaines années, on veut faire ça, on veut essayer ça. Et puis, on se redonne rendez-vous dans 5 ans pour dire, ça a marché, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on s'adapte? Ou est-ce qu'on continue comme on était parti? Voilà. Ouais, je peux juste dire la même chose pour les haies. C'est pas parce qu'on conserve les haies qu'on ne peut pas les exploiter, les utiliser pour le bois sur le lieu, en fait. Ça n'a pas, c'est pas contradictoire. L'idée de conserver la fonctionnalité, la haie, mais de pouvoir quand même l'exploiter parce que c'est une ressource locale, biosourcée qui est là, c'est quand même évident. Donc conservation ne veut pas dire qu'on n'a pas d'usage. Hein, il faut bien distinguer les deux. C'est pas du tout une mise sous cloche, comme l'a très bien dit Julien. En fait, on a souvent l'impression que c'est une sanctuarisation. Moi, je l'entends beaucoup, ça. Ça dépend. Il y a des gens, effectivement, on peut imaginer, qui disent on ferme au public, on fait plus rien, plus d'aucune intervention. Mais je n'ai pas de chiffres que je vais pas m'avancer sur des chiffres que je n'ai pas. Mais en fait, très très souvent, et pas que dans le cadre des écolieux, il y a des conciliations d'usage. Nous, on a quasiment une vingtaine d'ORE qui sont signés avec des agriculteurs. Donc il y a une activité économique. On a une ORE sur laquelle il y a un gîte. On a des ORE sur lesquels les gens ont des chevaux. Enfin, il y a des ORE dans lesquels ils vivent. On a même des ORE dans un bâtiment de l'État, enfin, propriété de l'État, dans lesquels il y a des archives. Donc tout ça n'est pas du tout incompatible. Et au contraire, c'est comment est-ce qu'on vit en harmonie aussi avec les autres êtres vivants dont c'est aussi l'habitat. Nous, sur les 24 hectares, on a sanctuarisé 2 hectares. Tout le reste est fait pour de la production, mais en allant dans le sens du vivant. C'est-à-dire nos prairies sèches, on va y mettre des lavandes, des plantes aromatiques pour favoriser la biodiversité avec les insectes, mais aussi la production de notre côté. Les zones humides, on est en train de mettre de l'oséiculture pour pouvoir faire des paniers en osier et travailler l'osier plus tard. Et voilà, enfin, on ne fait qu'aggrader, mais en essayant quand même d'avoir... la protection de l'environnement, au départ, était vraiment sur la mise sous cloche, il y a 30 ans. Après, ça a été les parcs naturels où on intégrait quand même l'humain. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette histoire de... On est ensemble. Enfin, il ne faut pas mettre l'homme séparé de la nature, on en fait partie. Il faut qu'on s'intègre et qu'on s'intègre de la meilleure façon. Et pour vivre, on a besoin de production, enfin, de quand même produire. Donc, il faut qu'on trouve cet équilibre et qui est hyper important et qu'on essaye de mettre en avant chez nous. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit l'environnement. C'est comment le protéger, mais tout en ayant quand même un avantage. Nos haies sont productrices de bois pour le chauffage, nos forêts aussi, à part une forêt sanctuaire qu'on a gardée d'1 hectare parce que, enfin voilà, il y a vraiment la protection de l'environnement a vraiment évolué. Aujourd'hui, on n'en est plus à la mise sous cloche du tout et il faut intégrer l'humain. C'est normal, enfin, c'est complètement logique. Ouais. Alors, il y a 2 personnes, je ne sais pas si on a encore le temps. Il y a une personne qui levait la main, on peut peut-être... Ah. Bon, vous pouvez peut-être poser vos questions après l'atelier aux personnes présentes. Je pense que la plupart resteront, donc il y avait 2 personnes. Et voilà, l'échange se poursuit après. Merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à cette table ronde.